Bienvenue dans ce nouvel épisode de Il suffit de demander, votre agrégateur de contenu et d'échanges sur tous les sujets sensibles du quotidien. Je suis Alexandra, son autrice. Alors de façon très exceptionnelle, ceci est une deuxième partie de notre grande enquête sur comment aborder l'expatriation au sein d'une famille. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de cette enquête dans laquelle vous allez rencontrer Géraldine, une femme d'expatriée qui est partie aux États-Unis avec ses enfants qui étaient déjà scolarisés et qui ne parlaient pas anglais. Ce deuxième épisode est consacré au départ des jeunes actifs. Nous allons rencontrer Karine et Aurélien qui ont deux profils et deux techniques d'expatriation très différentes. Et nous avons également la chance d'avoir l'avis des parents d'Aurélien. Si ce podcast est tellement long, c'est que j'ai pris la décision de ne pas le tronquer afin de vous partager l'intégralité des suggestions et confidences de mes interviewés. Je vous remercie de partager cette enquête auprès de toutes les familles concernées par l'expatriation afin que toutes ces bonnes idées puissent servir au plus grand nombre. Mes interviewés et moi-même espérons que cette enquête pourra être la base de conversations sereines familiales à propos du départ à l'étranger d'un des enfants. Retrouvez sur mon site ilsuffitdedemander.com tous les liens des articles et des associations qui seront cités pendant mes interviews. Je vous ai également partagé gratuitement un bonus qui devrait vous aider à faire cesser ces petites phrases agaçantes du quotidien sans pour cela en venir à l'affrontement. Si vous souhaitez un complément d'information ou prolonger cette enquête, nous pourrons organiser un webinaire, une conférence en ligne qui vous permettra d'échanger en direct avec nos experts. J'ai le plaisir d'être avec Karine et Aurélien, qui sont deux Français qui préfèrent travailler à l'étranger. Alors, ils se connaissent très bien, puisqu'ils sont cousins, une vraie famille de globetrotters. Alors, avant de commencer notre entretien, j'ai besoin de savoir si nous continuons cet entretien en nous tutoyant ou en nous vous voyant. On va se tutoyer. On va se tutoyer, ce sera plus simple. Ok, je vous remercie. Alors, Karine, tu es partie à Montréal à l'occasion d'un stage, la première fois, alors que tu étais étudiante. Tu y es retournée comme jeune cadre, il y a une quinzaine d'années environ, pour un remplacement de congé maternité. Aujourd'hui, tu as acquis la nationalité canadienne. Tu es une jeune maman de deux petits Québécois, même si je pense qu'ils ont la double nationalité peut-être. Tout à fait. Mais tu t'es mariée avec un Français. Oui, que j'ai rencontré au Québec, mais oui. Voilà. Et actuellement, tu es chef de l'entreprise que tu as créée sur place. Tout à fait. Alors Aurélien, toi, tu as une carrière tout aussi épanouie mais dans l'hôtellerie. Tu as une stratégie très différente par rapport à Karine. C'est que toi, tu pars simplement avec le billet et que tu cherches un travail une fois arrivé sur place. Tu es allé en Polynésie française, en Australie et tu as même séjourné en Nouvelle-Zélande. Exactement, c'est ça. Alors, le moins qu'on puisse dire, tous les deux, c'est que c'était compliqué de faire plus loin, quand même, par rapport à la France. Vous avez choisi deux destinations tout de même très éloignées, et du coup, ce n'est pas du tout neutre pour vos familles, puisque cela signifie qu'elles vous voient, dans les meilleurs des cas, 1 à 2 fois par an. C'est ça. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Aurélien, Donc, quand tu étais en Polynésie française, tu voyais ta famille une fois par an. Une fois par an, parce que malheureusement, la distance fait qu'on ne peut pas rentrer tous les 4 matins, donc seulement une fois par an. Et encore, j'avais la chance de pouvoir rentrer une fois par an, parce que normalement, certaines personnes font le choix de rentrer une fois tous les 2 ans, parce que ça revient trop cher à faire les allers-retours. Pour être honnête, quand j'ai commencé, au début de mon expatriation, c'était tous les 2 ans à peu près que je voyais ma famille. Aujourd'hui, c'est effectivement au moins une fois par an, éventuellement 2.
D'accord. Oui, moi pour ma part, ce qui a changé, c'est que, enfin, ce qui a fait que j'ai pu rentrer en France, c'est parce que je prenais des billets d'avion aller-retour, mais avec un retour open. Et ce qui se passe, c'est que quand on prend un billet comme ça, il y a 1 an pour utiliser le billet. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'arrivais à la fin de la date où je pouvais utiliser mon billet d'avion, bah, j'avais le choix, soit je restais dans le pays mais donc je perdais donc entre guillemets l'équivalent de 1 000 euros. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je rentrais. Alors c'était pas forcément par choix. On va dire que j'étais content de rentrer, de voir la famille, parce que quand on est à l'étranger, bah c'est compliqué, mais ça engrangeait aussi de repayer un billet d'avion, etc. Donc c'était un D'accord. petit peu un mélange des deux. Merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La relation avec l'entourage quand on veut partir et une fois qu'on est sur place. Est-ce que vous vous rappelez la façon dont vous avez annoncé votre décision de partir aussi loin, déjà à vos parents, mais également à vos frères et sœurs? Bah, moi, de mon côté, ça s'est fait en 2 étapes. Donc, la première étape, elle n'a pas été si compliquée parce que moi, en fait, je suis partie, j'ai fait une école de commerce. La dernière année se faisait en entreprise et j'ai choisi de partir à l'étranger. Donc, mes parents trouvaient ça plutôt bien que je parte à l'étranger. J'étais censée partir pour 6-8 mois, donc c'est sûr que c'est toujours difficile pour une maman, surtout je pense de se dire ma fille, je vais pas la voir pendant 6-8 mois. Bon, elle part dans un pays qu'on connaît pas, donc voilà, mais bon, elle savait que j'avais déjà un stage, donc ça l'a rassurée. Donc disons que le premier départ a été beaucoup moins difficile. Le deuxième départ, ça a été un petit peu différent. Le deuxième départ, je suis partie donc dans un premier temps pour un remplacement de congé maternité dans l'entreprise où j'avais fait mon stage. Là, ça a été mon père qui a été beaucoup plus réticent parce que j'avais une situation professionnelle stable en France et il n'a pas du tout compris pourquoi je décidais de quitter un tel poste pour aller vivre au Canada pour peut-être une année sans savoir ce qui allait se passer après. Donc ça, il a eu beaucoup de mal à l'accepter. Ça a été très difficile. Je pense que comme mon père n'est pas un très grand expressif au niveau de ses sentiments, je pense que derrière, il y avait aussi de la difficulté à me laisser partir pendant un an. Et puis, ma mère l'a accepté quand même plutôt facilement, je pense, au début, même si c'était difficile quand même que je parte pendant un an. Surtout que la première fois quand je suis partie, j'ai décidé j'avais des choses à me prouver à moi-même. Donc, je suis partie seule. Je suis partie avec un job en poche, mais sans appartement, sans lieu où coucher. J'avais juste trouvé un hôtel. Et ça, ma mère a trouvé ça difficile que je parte comme ça. Et donc, je l'ai su que par après, qu'elle aurait vraiment aimé m'accompagner pour m'aider à trouver un appartement. Ce qui fait que la deuxième fois, quand je suis repartie, ma maman m'a accompagnée. Donc là, elle a été, je pense, beaucoup plus rassurée. Elle savait où est-ce que j'étais. Elle a vu mon environnement. Ça a été plus facile. Ce qui a été très difficile pour elle, c'est quand je suis retournée en France à la fin de mon congé maternité, que j'ai annoncé que j'avais fait ma demande de résidence permanente pour retourner vivre là-bas de manière beaucoup plus prolongée, sans date de retour. Là, par contre, ça a été très difficile et je pense que j'étais trop jeune pour me rendre compte, en fait, sur le coup, quand je l'ai annoncé, de l'impact que ça allait être. C'est que quand j'ai vu sa réaction, que là, je me suis rendu compte que c'était vraiment très difficile pour elle à encaisser. En prenant un peu de recul, tu te dis, bon, j'aurais peut-être dû présenter les choses autrement. Si je me mets dans la peau d'un parent aujourd'hui, je pense que ce qui me rassurerait, c'est de savoir, où ma fille se trouve, concrètement, dans quel environnement. Est-ce que c'est un environnement safe? Est-ce que, voilà. Et deux, est-ce qu'elle n'est pas à la rue? Est-ce qu'elle a un emploi? Je pense que partir avec un emploi stable en poche, ça rassure un parent. Donc c'est la Donc, transition parfaite par rapport à Aurélien. Aurélien, donc toi, t'es parti avec juste le billet. Donc t'avais, ce que j'ai compris, c'est que t'avais quand même le billet retour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, une fois sur place, donc la première fois, c'était la Polynésie Donc française. Où exactement? non,
Alors, à vrai dire, je vais rejoindre un peu Karine là-dessus, parce que c'est vrai que pour moi, il y a eu 2 départs. En vrai, il y en a eu 3, mais il y en a eu 2 vraiment où il y a eu une grande différence. Donc, le premier départ, c'était quand j'avais 19 ans, donc je venais de passer mon bac. Et vu que j'étais, voilà, suite à mes études de cuisinier, j'étais mené, je pouvais travailler à 19 ans, pas besoin de faire des études supérieures. Et j'ai décidé à ce moment-là j'avais envie de partir à l'étranger pour améliorer mon anglais. Et donc j'ai annoncé l'idée comme ça, qui est d'ailleurs qui a été entendu et le retour de mes parents qui était très positif, parce que c'était de partir pour apprendre l'anglais dans un but voilà d'amélioration pour la vie future. Et mais là où ça a été un choc, c'est quand j'ai annoncé là où je voulais aller. Où pour le coup, donc mes parents ont réagi en me disant bah super, on va trouver une école en Angleterre, on va trouver quelque chose. Et c'est vrai que j'ai rapidement émis le souhait que je voulais pas aller en Angleterre et qu'au contraire, je voulais plutôt aller très loin et que je voulais à l'époque partir en Australie. Bah, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est parce que mon père m'a suggéré d'aller plutôt en Nouvelle-Zélande que en Australie, ce qui pour lui c'était un pays qui était peut-être plus à taille humaine, plus petit, plus peut-être facile et moins connu, beaucoup moins de Français, beaucoup moins de d'être vraiment plus en immersion totale. Et donc voilà, ça c'était pour la première décision de voyage. Donc on va dire que la première décision, non, ça s'est très bien passé. J'ai eu un grand support de ma famille, donc de mes parents, et je les remercie aujourd'hui de m'avoir donné cette chance. Je continue? Bien sûr, on t'écoute, on t'écoute. On attend là où c'est plus difficile, évidemment. Ne nous en veux pas. On attend le deuxième départ, du coup. Voilà, je raconte juste vite fait la Nouvelle-Zélande, parce que c'est très très bien passé, parce que pendant 3 mois j'étais donc dans un cadre étudiant, donc j'étais dans une école de langue où j'avais des cours d'anglais en immersion totale, et j'étais dans une famille d'accueil. Donc c'est vrai que je pense que ça a aussi facilité mon départ auprès de la famille, parce que j'avais cette structure où j'avais pas besoin de chercher un logement, j'avais besoin de chercher rien quand je suis arrivé. J'avais tout, j'avais l'école, j'avais le logement, la famille, etc. Après, je pense que où là c'était plus compliqué, je pense pour la famille, c'est au bout de 3 mois, bah je suis resté, et parce que je suis resté 1 an dans le pays, et au bout de 3 mois, je n'avais plus de maison, je n'avais plus d'école, et donc là est partie une grande aventure, on va dire plus de voyage, et de voyage à travers la Nouvelle-Zélande, et à vouloir essayer de trouver du travail. Et c'est vrai que c'était quand même un peu compliqué, parce que je parlais absolument pas anglais quand je suis parti. Et après 3 mois de cours intensifs, certes, mon niveau avait évolué, mais bon, pas au point de pouvoir quand même vivre totalement dans le pays et être très à l'aise. Donc, à vrai dire, quand je l'ai vécu, je me rendais pas très compte, parce que j'étais dans le mood du voyage, et que ça se passait très bien, et que j'avais pas de peur, j'allais droit devant, peu importe ce qui se passait, j'étais content, tout se passait bien. Il y a eu des problèmes dans le voyage, il y a eu des problèmes financiers, des problèmes de travail, il y a eu beaucoup de problèmes, mais toujours des solutions. Pour le coup, d'être très éloigné, puis très loin de la France comme ça, me permettait de me débrouiller seul, et ça m'a appris, je pense, à m'ouvrir aux autres, aller vers l'autre, chercher des solutions. Euh, et donc ça m'a beaucoup servi. Mais je peux comprendre que pour ma famille, ça devait être compliqué cette période-là, parce que pour le coup, ils savaient pas où j'étais. Il n'y avait pas des connexions, on n'avait pas autant de connexions qu'on a aujourd'hui, et c'était plus compliqué pour eux, je pense. Mais donc voilà, donc au bout d'1 an, je suis rentré en France parce que mon visa a expiré, et donc il fallait retourner en France. Le retour a été très compliqué, très très compliqué. Donc à 20 ans, retour après 1 an de liberté totale, revenir donc dans le cocon familial. C'était un peu, j'étais vraiment déboussolé, je comprenais pas trop qu'est-ce que j'allais faire maintenant, quelles étaient mes envies. Enfin, il y avait vraiment un gros chamboulement. Et je suis à vrai dire resté un peu moins d'1 an en France. J'ai retravaillé depuis, et jusqu'au jour où j'ai décidé de repartir à l'étranger. Et là, ça a été plus compliqué. Je fais le choix de partir à l'étranger. J'ai envie
j'aime m'ouvrir à une nouvelle culture, à des nouvelles rencontres, une manière de penser qui est différente, une manière de vivre qui est différente. Et, euh, et là, ça a été plus compliqué pour l'acceptation parce quel était l'intérêt d'aller dans un autre pays, quel était l'intérêt de partir, quel était l'intérêt de quitter l'entourage, etc., etc. D'accord. Et du coup, vous Et êtes arrivé, tu es arrivé à les rassurer comment? c'était pas pareil avec tout le monde. Certaines personnes m'ont aidé et puis m'ont supporté dans mes choix, même si mes choix à l'époque étaient un peu farfelus. Avec le recul, je me rends compte que mes choix étaient très farfelus parce que à cette époque-là, je voulais donc partir en Polynésie. Et à l'époque, quand je voulais partir en Polynésie, je voulais me reconvertir perliculteur et travailler donc dans la perlerie. Ah oui. Donc je peux très très bien comprendre que mes proches n'ont pas du tout compris ce choix et qu'ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il va faire en Polynésie et se reconvertir dans les perles, je ne comprends pas. C'était une excuse pour pouvoir repartir et puis donc à vrai dire à ce moment-là j'ai monté un PowerPoint en expliquant comment ce que j'allais faire pour devenir greffeur parce que c'est ça le nom exactement de ce métier-là. Quelle école j'allais faire, quelle entreprise j'allais faire, etc. Donc c'était tout un projet bien monté. Donc à vrai dire, j'ai eu un grand soutien de ma mère. Et puis après mon PowerPoint, un soutien de mon père aussi, qui a compris que j'avais besoin de repartir. Très bien. Et donc ça, c'était le deuxième départ. Ça c'est le deuxième départ. Alors donc le deuxième départ qui finalement a été un départ pour 3 ans, parce que je suis resté 3 ans donc en Polynésie française. J'ai eu la chance en arrivant de, de trouver du travail en un claquement de doigts, à vrai dire, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai postulé dans un hôtel où j'ai eu le poste qui était donc à l'époque de concierge, donc on va dire le bureau des activités de l'hôtel, un hôtel 5 étoiles, et je pense que j'ai eu de la chance d'être là au bon moment, au bon endroit. J'ai provoqué, on va dire, provoqué cette chance, et donc pour le coup, j'y suis resté 3 ans. Donc dans ces 3 ans-là, bon, la vie à l'étranger est extraordinaire, mais c'est sûr que voilà, chaque retour, donc quand je dis chaque retour, c'est chaque retour, donc chaque fin d'expiration de mon billet d'avion où je rentrais en France pour un mois de vacances et je revenais en Polynésie. C'est vrai que à chaque fois que je revenais en France, au bout de 2 semaines, j'étais impatient de repartir. Pour moi, ma maison c'était là-bas et pas en France où c'était très agréable de voir tout le monde, toute la famille. C'était des moments très intenses, très rapides, mais quoi qu'il arrive, j'étais quand même mieux là-bas. Et D'accord. donc voilà. Après, donc je suis rentré en France par une opportunité professionnelle qui s'offrait à moi et qui s'est présentée et que j'ai saisie sans réfléchir. Et bon, les aléas de la vie, les opportunités, bref, le temps de, de, de redessiner un voyage, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, on part pas comme ça, donc ça prend du temps, plus les engagements qu'on a en France, etc. Bref, ça m'a fallu 3 ans pour pouvoir repartir, et donc là, repartir, c'était, on va dire, affronter les petits démons, mes petits démons, que ce soit de mon entourage proche, amical ou famille, qui encore une fois ne comprenait pas pourquoi je souhaitais repartir. D'accord. Bah, justement, c'est une transition parfaite. Vous me faites toutes les transitions, c'est super sympa. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ses parents, ses frères et sœurs pour aider au mieux celui ou celle qui part? Parce que j'ai l'impression que même s'ils n'étaient pas d'accord, vous êtes partis quand même. Donc, de toute façon, essayer de faire changer d'avis quelqu'un qui a décidé de partir, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment possible. Non, ben, personnellement, je pense pas que ce soit possible, quoique si je prends l'expérience de ma mère, ça lui est arrivé parce qu'elle aussi voulait partir, son père l'en a empêché et finalement elle est jamais partie. Donc dans certains cas, ça peut se faire. Quand je suis repartie la deuxième fois, et ça c'est ce que Aurélien disait tout à l'heure, c'est quand tu as goûté à la vie autre part, dans un autre pays, t'évolues à une vitesse beaucoup plus rapide que les gens qui restent dans le même pays, qui restent, bah c'est pas dans le même pays, mais qui restent dans leur vie. Donc toi, tu changes de vie. Donc déjà, t'évolues parce que tu as changé de vie. Mais en plus, tu découvres d'autres mentalités, tu découvres d'autres façons de penser. Et quand tu reviens dans ton pays, eh ben, tu corresponds plus forcément à ces attentes du pays. Mm, Et exactement. du coup,
tu te sens plus à ta place. Moi, clairement, là, parce que entre mon premier et mon deuxième départ, il y a 3 ans qui sont écoulés, je me sentais pas à ma place là où j'étais. Je ne savais pas si le Canada était la bonne chose. Je savais pas si retourner au Canada, finalement, est-ce que j'idéalisais le Canada ou est-ce que vraiment c'était quelque chose qui me correspondait? Et donc j'ai fait un essai, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pour 1 an. Puis au final, ça fait 15 ans. Et c'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, la question qu'on se dit, c'est que on se rend compte qu'on ne fit plus en France. On n'est plus dans la même longueur d'onde que les gens qu'on a quittés avant le premier voyage. Qui fait qu'on a une certitude qu'on sait que c'est pas la France. La question maintenant, c'est est-ce que voilà, c'est le pays dans lequel j'étais avant qui est le pays pour moi? Est-ce que c'est et donc c'est pour ça qu'en fait on va dire cette soif de revivre une expérience, c'est assez déstabilisant et je pense que c'est pour ça que beaucoup on a envie de repartir à l'étranger. D'accord. Et j'aimerais alors j'ai encore deux questions. Est-ce que je peux revenir sur quelque chose? Oui. Oui, juste par rapport à si on pouvait conseiller des personnes qui veulent ou de la famille quand on part à l'étranger, je voulais juste rebondir là-dessus en disant que certes sur le papier comme ça on a l'impression que je pars à chaque fois juste avec un billet d'avion et puis on verra bien sur place, mais il faut quand même dire que tout est bien organisé mine de rien. Parce que certes quand j'arrive sur place je n'ai pas de logement, mais je me suis intéressé au pays, à la ville, où est-ce qu'il faut aller. Sur l'assurance que j'ai besoin, mon compte en banque, quelle banque je vais aller, etc., etc. Et puis plus je voyage, plus j'ai des amis qui vivent dans des pays maintenant, donc je trouve toujours des aides ou via des groupes Facebook ou les Français en Australie, les Français en Nouvelle-Zélande, les Français à Tahiti, et donc il y a toujours des aides et donc c'est pas finalement juste un coup de tête, je pars, on verra bien, c'est vraiment quand même une organisation et ça se prépare. Et donc bien évidemment pour aider un jeune qui s'est allé à l'étranger, un jeune ou un moins jeune, beaucoup de communication, beaucoup voilà, présenter son projet, expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, quel va être l'impact, et puis quelles sont aussi même les envies de cette personne-là, parce que peut-être que l'impact dans le pays ne va pas être grand, mais que pour la personne, ça va être un changement de vie, cette personne a peut-être besoin de se découvrir, et que la seule manière, c'est de voyager, de sortir du cocon, et que ça peut être une bonne raison aussi. Oui, mais en fait, c'est très bien parce qu'en fait vous avez rebondi sur. C'était ma première question parce que tu m'as poussé, pardon, en organisant cet entretien, un article qui s'appelle Je pars pour fuir et alors. Et c'était un article que j'ai trouvé très bien parce que même Karine tout à l'heure, tu nous as dit quand t'es partie la première fois, tu voulais partir toute seule parce que tu voulais te trouver, te prouver à toi-même que que tu pouvais y arriver à trouver toute seule. Tu voulais pas que ta mère t'aide. Est-ce que tous les deux dans votre cas, il n'y a pas cette idée alors de fuir? Fuir est peut-être un mot peut-être mal choisi, mais de vous challenger vous-même, c'est quand même une remise en cause personnelle. Alors, c'est ça. Moi, je ferais une grosse différence parce que personnellement, j'ai souvent entendu ça. Quand tu pars à l'étranger, c'est pour fuir. Personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir fui quelque chose parce que je suis toujours très proche de ma famille. Certes, comme dans toute famille, on a toujours des challenges et des choses euh, comment dire, toujours des challenges avec les membres de sa famille, etc. Mais j'ai pas fui ma famille, je suis en très bon contact avec ma famille, je suis toujours très heureuse de les revoir. Euh, Par contre, oui, quand je suis partie la première fois, c'était à moi-même que je voulais me prouver parce que je suis née quand même, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours beaucoup aidée. Quand je suis partie faire mes études, etc. Quelque part, mes parents étaient toujours là derrière moi pour me soutenir et me baquer quoi en cas de pépin. Là, j'avais besoin à 23 ans de me prouver que moi, j'étais une adulte et que j'étais capable de m'occuper de moi toute seule quoi. Et Aurélien, c'est pas un peu le même état d'esprit? Tu rejoins Karine?
Je vais pas y arriver, Ah, du mais coup, c'est moi qui arrive pas à vous tutoyer. je rejoins Karine à 100%. C'est vrai que moi, j'avais besoin aussi. Il faut savoir que j'étais quelqu'un de très timide, de très renfermé sur moi-même, et que je pense que oui, le mot fuir, c'est un grand combat avec les gens qui me disent, et puis encore aujourd'hui, Aurélien, tu fuis. Pour moi, c'est pas une fuite, au contraire, parce que c'est enfin, tout le monde ne peut pas partir à l'étranger comme ça. Il faut un courage qui est quand même assez grand de partir loin comme ça. Et je pense que c'est se prouver à soi-même qu'on peut le faire. J'ai appris tellement sur moi-même. À vrai dire, les voyages m'ont fait grandir. Je pense que je suis qui je suis aujourd'hui par les voyages, enfin par mes 6 ans à l'étranger qui ont été, enfin qui ont changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je me suis ouvert. Je sais qui je suis aujourd'hui grâce aux voyages que j'ai pu faire. Peut-être que en France, sans voyager, j'aurais pu me découvrir, mais je pense que ça aurait pris plus de temps. Là où je voudrais rebondir sur ce que dit Aurélien et ce qu'il a dit tout à l'heure aussi, c'est que quand tu pars à l'étranger, surtout chez les gens qui sont timides, parce que moi c'est pareil, j'étais très timide, très introvertie, et quand tu pars à l'étranger, t'as pas le choix que de t'ouvrir aux autres. T'as pas le choix Exactement. parce qu'à un moment donné, tu peux pas rester à vivre toute seule. Il y a un moment donné, tu as besoin de contact et du coup, tu t'ouvres aux autres et c'est pas un combat contre toi-même. Quand tu serais en France auprès de tes amis, les gens te connaissent avec un certain caractère, donc c'est difficile de tout d'un coup te dire, bah là, je veux plus être comme ça, je veux m'ouvrir, je veux être différente. Alors que là, tu vas rencontrer des gens qui tu repars sur une page blanche. Et donc, du coup, Exactement. tu évolues différemment aussi. Et ça, c'est une très bonne école, je trouve. Super. Maintenant, ma dernière question, à part si vous avez un autre point que vous voulez rajouter, ça serait de parler de ces petites phrases, de ces des réflexions qui ont l'air de rien, qui évidemment sont pas faites pour blesser, mais qui finalement font mal, sont désagréables et qu'il faut encaisser et que l'idée de ce podcast, c'est que ça s'arrête. Est-ce que vous avez des petites phrases comme ça en tête? Alors, sinon, sous mes yeux, j'ai un article où il y a 10 phrases, mais est-ce que spontanément, vous avez réfléchi à des petites phrases qu'il faut arrêter de dire aux expats? Moi, Moi, je pense que la... Ah, vas-y, Karine, je vous en prie. non, vas-y, vas-y. Moi, je trouve que je trouve que la phrase qui ressort le plus, qu'on me dit vraiment tout le temps, c'est mais de toute façon, Aurélien, en partant, tes problèmes, ils vont quand même te suivre. Donc, c'est pas en partant que tu vas résoudre tes problèmes ou que tu vas aller mieux, parce que pour beaucoup de personnes, ils pensent que quand je pars, c'est quand juste avant, ça va pas du tout dans ma vie, et donc je pars pour prendre l'air. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout une fuite, au contraire, c'est plutôt une remise, enfin je veux avancer, je veux plutôt avancer, et je sais que ça va me faire du bien, ça va me faire du bien, je vais pouvoir réfléchir, et puis justement pouvoir, s'il y a des problèmes au moment de partir, et ben les problèmes vont se résoudre, parce que pour le coup, il y a une prise de distance qui est faite par rapport à ça. Super. Très bien. Karine? Personnellement, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai pas entendu de phrases assassines quand je suis partie. En revanche, quand tu as posé cette question-là, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est quand j'ai eu des enfants et qu'un jour j'ai surpris ma belle-mère dire à ma fille tu vois, c'est difficile parce qu'on se voit très peu, mais si tes parents décidaient de rentrer en France, bah au moins on pourrait se voir tout le temps. Voilà. Donc ça, j'avoue que Ouais, ça c'est horrible. je l'ai un petit peu mal encaissé cette réflexion-là. Et régulièrement, on a le droit à, bah de toute façon, c'est vous qui avez décidé de partir. À chaque fois qu'on rentre, c'est à nous de faire l'effort de nous déplacer là où sont les gens. Mais donc c'est ça. J'entends plus ce discours-là depuis qu'on est parti et surtout depuis qu'on est parents. Parce qu'effectivement, depuis qu'on est parents, ça change la donne parce que
les grands-parents ont un peu de difficulté à vivre sans les petits-enfants. Et ça, je le comprends tout à fait. Et c'est pour ça aussi que depuis qu'on a des enfants, on rentre quand même plus régulièrement ou on voit plus régulièrement nos familles aussi, quoi. Mm. Mais après, tu vois, avec le recul aujourd'hui, le recul que j'ai, je comprends que c'est souvent les réflexions ou voilà, tu fuis ou patati, enfin les gens qui veulent pas comprendre ou autre, c'est souvent déjà des personnes les plus proches de toi qui vont te dire ça, et c'est souvent ces personnes-là qui vont encore plus ces mots-là qui vont encore plus te blesser. Et avec le recul, je les comprends, parce que je comprends que c'est de l'amour, en fait, et que c'est de la peur, et qu'ils comprennent pas. Mais ce qu'il faut comprendre, sur le moment, pour la pauvre personne qui souhaite partir à l'étranger, ou qui vit à l'étranger, et que cette personne-là a besoin aussi que l'autre comprenne aussi son point de vue, et que sur le moment, quand on entend quelqu'un qui nous dit « tu fuis » ou « je comprends pas tes choix », etc., et qui cherche pas à comprendre, c'est très très blessant. Alors, malheureusement, il m'a fallu quelques années pour comprendre que c'était de la bienveillance, mais sur le moment, j'aurais bien voulu de la bienveillance inverse, en fait. Parce que sur le moment où je ne comprenais pas, qu'il ne comprenait pas, ou qu'il cherchait pas à comprendre, j'étais très vexé, et puis ça n'aidait forcément pas au départ, ça n'aidait pas à ces choix-là. Alors que pourtant moi je comprenais que eux ne souhaitent pas vivre à l'étranger, je comprenais que eux étaient bien dans leur boulot, qu'ils aimaient leur vie, je comprenais leurs choix, mais que je comprenais pas comment moi je pouvais comprendre leurs choix et que eux pouvaient pas comprendre le mien. D'accord. Et Et donc c'était ça où c'était compliqué. du coup, le conseil, c'est même si on comprend pas, même si on n'est pas en phase, peut-être juste se taire et puis juste accompagner celui qui part et puis faire contre bonne fortune, bon cœur et fermer sa bouche. Oui, Bah, ou expliquer à la personne, je comprends ton point de vue, tu sais, je t'écoute et je comprends ton point de vue, mais encore une fois, moi, je voudrais insister sur un point. Certes, il y en a certainement qui fuient une situation, mais pour moi, partir à l'étranger, c'est pas fuir, c'est grandir. exactement. Oui, mais c'est aussi s'offrir à soi-même un autre point de vue, une autre vision du monde que celle dans laquelle on vit. Si ça te plaît pas, et ça, il y en a plein des gens qui ont fait l'expérience. Moi, j'en connais plusieurs qui ont vécu ici et qui finalement se sont pas plu et qui ont dit je rentre, ça me correspond pas. Donc voilà, c'est une expérience. Rien ne t'empêche de faire cette expérience puis de te rendre compte que tu t'es planté et puis d'ailleurs c'est pas un échec, c'est juste que ça t'aura appris des choses sur toi-même. Donc mais je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme une fuite, mais plus de voir ça comme une façon de grandir. Tu soulèves un point très intéressant, Karine, sur l'échec, parce que ça aussi, c'est un point qui revient souvent au moment où on rentre, où pour le coup, les personnes qui avaient ce jugement de tu fuis, en général, quand tu rentres, ils vont dire c'est un échec là. Et pourtant, pas du tout, parce que pour le coup, on rentre, certes, mais alors déjà, tu sais pas quelles sont les raisons pourquoi je suis rentré. Que ça soit un raison parce que peut-être que l'expérience, voilà, comme Karine l'explique, c'était pas celle qui m'a rendu le plus heureux. Mais quoi qu'il arrive, j'ai tellement appris que quoi qu'il arrive, ça ne sera pas un échec. Et pour ces personnes-là, ça en devient un échec. Comme si, pour eux, le jour où on annonce « je pars vivre à Tahiti », veut dire « je ne rentrerai jamais ». Donc pourtant, ils jugent sur le fait qu'ils ne comprennent pas que je souhaite partir, ils trouvent ça pas bien. Et si je rentre au bout d'1 an, 2 ans ou même 3 ans, on va me dire que c'est un échec. Ok, c'était riche. Bon, alors du coup, autant vous dire qu'on a dépassé les 20 minutes, c'est pas très grave. Pour être parfaitement complet, et je m'en voudrais quand même de pas poser cette question. Du coup, pour préparer un voyage, c'est quoi succinctement, c'est quoi les grandes règles? Donc, Aurélien, c'était visiblement, tu as déjà plus ou moins répondu à cette question. C'est bien se renseigner sur le pays et sur les usages. Avoir au moins un point de chute pendant la première semaine, c'est ça? Oui. Oui, bien évidemment que ça va faciliter. À vrai dire, dans tous mes voyages, que ce soit donc la Nouvelle-Zélande, c'était une famille d'accueil. La Polynésie, j'avais une copine de Nouvelle-Zélande qui habitait en Polynésie qui m'a accueilli la première semaine. Et en Australie, une copine de France qui était là-bas qui m'a accueilli la première semaine. Donc bien évidemment, un point de chute, c'est forcément l'idéal parce que ça permet de
d'arriver et puis la famille est en confiance, mais toi aussi t'es en confiance parce que la famille, certes, c'est quelque chose, les proches, c'est quelque chose, mais il y a aussi soi-même. Partir comme ça fait très très peur. Même si demain je repars encore quelque part, je sais que j'aurai la boule au ventre au moment de partir parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu et qu'il faut le temps de reconstruire quelque chose, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc bien évidemment, un point de chute, c'est l'idéal. Et pour le coup, aujourd'hui, tous les groupes Facebook, il y a tellement de plateformes où on peut rencontrer du monde. Aujourd'hui, c'est facile de partir et avoir un point de chute, même si on connaît personne physiquement dans un pays. Mais même sans ça, parce que moi, quand je suis partie, je connaissais personne, quoi. Mais par contre, au moins, je m'étais réservé une chambre d'hôtel pour 3-4 jours, quoi, histoire de savoir où est-ce que j'arrivais. Puis ne serait-ce que quand tu arrives à l'aéroport dans un pays que tu connais pas, d'être capable de dire au taxi, emmenez-moi à cette adresse. Donc après, de regarder un plan de la ville pour être capable aussi de te situer un peu, de savoir où est ton point de chute par rapport à la ville. Et puis ça aide, clairement, ça aide. Et quand tu connais quelqu'un, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que souvent, nous, on dit toujours aux gens qu'on connaît, n'hésite pas à donner nos coordonnées, parce que des fois, on nous dit, ah tiens, il y a un tel, il voudrait partir au Québec, etc. N'hésite pas à donner les coordonnées, même si on connaît pas. Donc souvent, les gens sont comme, waouh, mais t'es sûr, tu connais pas? Ouais, mais parce que voilà, on l'a vécu. Quand t'es expat, ça paraît naturel de recevoir chez toi quelqu'un que tu connais pas forcément, mais à qui tu vas tendre la main parce qu'il est en train de vivre une expérience, tu sais par quoi il passe et voilà. Exactement. Et vu qu'on a vécu ça et que c'est vrai qu'il y a un côté partage qui est beaucoup plus grand à partir du moment où on a vécu à l'étranger, où on va aider plus ceux. Et puis en même temps, il y a une part de ils veulent vivre un peu ce que moi je suis en train de vivre et j'ai envie de partager mon expérience avec eux, parce que c'est une expérience qui est incroyable et que moi je souhaite à tout le monde de vivre une année ou une vie à l'étranger, à tout le monde. Ah c'est sûr, c'est ultra enrichissant. Après, comme souvent, je dis attention, quand tu as goûté à l'étranger, t'es pas sûr de vouloir rentrer chez toi. Voilà, ça c'est un risque. Bon, super. Maintenant que nous avons vu le point de vue des expatriés eux-mêmes, voyons le point de vue des parents. Dominique, la maman d'Aurélien, en apprenant l'existence de cette interview, lui a proposé de me transmettre ses coordonnées afin de pouvoir nous donner son point de vue à elle. Bonjour Dominique, est-ce que nous continuons cet entretien en nous tutoyant ou en nous vous voyant? On va se tutoyer, ce sera plus sympa. Tu es la maman d'Aurélien. Aurélien nous a fait un petit descriptif de ces 3 grands départs. L'objet de mon appel, déjà j'aimerais beaucoup avoir ta vision à toi, d'avoir ce fils qui préfère toujours être à l'autre bout du monde. Et puis surtout j'aurais besoin de conseils. Pour ceux qui partent. Puis là, toi qui as passé par là, tu conseilles aux parents et aux entourages pour accompagner au mieux ce départ. Est-ce que ça te convient? Écoute, le plus difficile, je pense, pour des parents, c'est d'accepter que son enfant, parce qu'il y a partir et partir. Partir à Londres, en Allemagne, partir en Europe, c'est pas la même chose que quand tu sais que ton gamin va partir à l'autre bout du monde. Que moi, la première question que je me suis posée, c'est de me dire putain, le jour où il est dans la merde, t'es à l'autre bout du monde, ça va être compliqué à gérer. Parce que tu y penses évidemment, un jeune, il avait 19 ans quand il est parti, donc en tout cas la première fois où il est parti, pendant 3 mois on savait qu'il était sous contrôle parce qu'il était dans une famille, on lui avait payé des cours, donc il allait à l'école et il était dans une famille, donc ça s'est compliqué plus, je dirais, quand après il est parti un peu avec son sac à dos, donc quand tu sais que c'est loin, en plus pour porter ça il y a quand même une dizaine d'années, que les portables, tout ça, c'était le début, mais bon, avec le décalage horaire, tout ça, c'était pas toujours facile de pouvoir s'appeler, que les appels étaient chers à l'époque, donc c'est plus ce côté, on ne va plus pouvoir gérer s'il a des ennuis.
Après, tu essaies d'analyser pourquoi il part comme ça. Moi, je l'ai très bien compris parce que c'était un gamin on était assez fusionnels tous les deux. En tout cas, enfin, moi et lui, on était très, très fusionnels. Il était très, très proche de moi. Et moi, je l'ai pas pris mal. J'aurais pu, en me disant, purée, il s'en va loin de moi. Je pense qu'il avait besoin, de se prouver à lui-même qu'il était capable de se débrouiller tout seul. C'était très courageux de sa part d'ailleurs, je trouve, hein. D'accord. Parce que c'est pas pareil quand il part à 2 heures d'avion ou même 8 heures, ou quand c'est 24, c'est pas la même chose, hein. Clairement. C'est pas la même chose. Quoi dire d'autre? Évidemment, après il y a le côté où on le voit pas pendant des mois, hein, donc c'est difficile. Maintenant, on est à une période, heureusement, où on peut quand même se voir autrement. Merci les réseaux sociaux. Bon, la Polynésie, c'est vrai que là, c'était le deuxième départ. Là, il partait vraiment avec son sac à dos, quoi. Donc, bon, après, moi, je me rassurais. Il avait travaillé 6 mois, il avait mis son argent de côté. Nous, on lui payait juste le billet. Il avait un retour au cas où ça se passe mal. Bon, après, je pense que c'est un peu le rôle des parents. Voilà, on leur donne la chance. Après, ils apprennent pas. Bon, voilà, moi, je m'étais dit, bon, au pire, quand il aura plus d'argent, il a son retour d'avion, il rentre, hein. C'était pas non plus... je me disais, s'il se plante, c'est pas bien grave, quoi. Il aura perdu 3 mois, enfin, c'est même pas perdu, c'est toujours une bonne expérience. Bon, et puis tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé, il est resté, au départ, il devait être embauché, il a trouvé du boulot tout de suite. Tu vois, il s'est toujours dépatouillé, et moi, j'ai toujours eu une grande confiance en lui, et puis encore aujourd'hui, et il le sait, je lui ai déjà dit. Très bien. Donc voilà, puis je pense qu'en effet, il a beaucoup changé en partant à l'étranger. Lui, il a besoin de sortir de son cocon pour évoluer, pour comprendre les autres cultures, pour rencontrer plein de gens. Non, il est super courageux. Moi, je suis très fière de mon fils, hein. Très très fière de mon fils parce qu'il fait des choses. Comme je dis vulgairement, faut avoir les couilles de le faire, quoi. Je suis Faut pas avoir sûre les que couilles je de vais, le je vais, faire. je vais garder toutes tes réflexions, toutes tes expressions. Bah oui, mais je trouve pas d'autres expressions qui. Faudrait que j'en trouve une autre parce que c'est vrai que c'est pas très joli, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord, pas de problème. Est-ce que, alors du coup, si on rentre dans le côté conseil, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou un moins jeune qui a décidé de partir à l'étranger? Comment annoncer au mieux cette décision à son entourage? Comment annoncer au mieux Comment annoncer pour un parent sans projet, c'est déstabilisant parce que bien sûr, comme ça fait peur. Même Aurélien, quand il est parti en Polynésie, bon ben voilà, il dit le PowerPoint. Ça, c'était le côté de Jean-Marc qui est peut-être plus terre à terre, mais il avait aussi besoin d'être rassuré, qu'il montre qu'il a du courage, il est prêt à aborder tout ce qui va pouvoir arriver dans le quotidien, et qu'il est un peu costaud aussi de ce côté-là. Après, en tant que parent, faut toujours être à l'écoute de toute façon, hein, être toujours à l'écoute. Et ça, c'est vrai que c'est Jean-Marc qui disait toujours, tu dois bien le voir avec tes enfants, il y a des périodes où les enfants, bon, les parents, on est des vieux cons, faut bien le savoir, et ils n'ont pas du tout, ils ont envie plutôt de plus communiquer du tout. Et il faut toujours garder la communication quoi qu'il arrive. Voilà, faut toujours être ouvert, être observateur de ce qui se passe, pas trop juger, mais toujours dans la discussion, bien évidemment. Ce qui n'a pas toujours été peut-être notre cas à nous, hein, avec Jean-Marc, vu qu'on a dû faire des erreurs, on en a fait certainement, mais en tout cas, il ne nous reproche pas de lui avoir empêché de faire ce qu'il voulait faire. Faut croire en ses enfants, clairement, et puis être toujours derrière eux, qu'ils sachent que quoi qu'il arrive, on sera là, et toujours aller dans leur envie de vivre. Le but, c'est de toute façon que les enfants, avant qu'Aurélien reparte en Australie, là, ça a été le moment. Ce départ-là, faudra que tu en parles un jour avec lui, parce que, en tout cas pour Je vais moi, je vais le rappeler du coup. ouais, parce que pour moi, ce départ-là a été le plus pénible, hein, pour lui. D'abord parce qu'il était, voilà, il a eu son burn-out, que son père et son frère ne comprenaient pas, que ça n'a pas été facile du tout pour lui,
que sa meilleure amie aussi ne comprenait pas. Il a dû se battre là beaucoup, hein. Moi, j'attendais le retour avec impatience en tant que parent, hein. Même si ça durait que peu de temps, t'es quand même pressé de pouvoir le prendre dans les bras. C'est ça qui manque le plus, hein. Parce que les visios, tout ça, c'est top. Quand il était en Polynésie, à la limite, on l'avait plus que quand il était à Paris, parce que voilà, avec les décalages horaires, il faisait la nuit. Donc, enfin bon, bref, ça tombait vachement bien parce que on s'appelait pratiquement tous les jours. Mais ce qui manque avant tout en tant que parent, c'est de pouvoir faire la bise, prendre dans tes bras ton fils. Ça, c'est hyper frustrant. Très bien. Non, moi ça reste du positif parce qu'Aurélien il s'est complètement épanoui en partant à l'étranger. Très bien. Bon, bah super. Je pense qu'il s'est bien trouvé et qu'il avance vraiment dans le bon sens. Voilà. Allô? Aurélien, c'est Alexandra. Je te dérange? Oui, ça va? Non, du tout, du tout. Je viens de finir l'interview avec ta mère. Elle a mis le doigt sur un truc qu'on n'a pas parlé. C'est ton départ en Australie qui visiblement s'est très très mal passé. Je refais le contexte de ce qu'elle m'a présenté. C'est Vas-y. que tu venais juste de décrocher ta super formation là, de manager qui, par rapport à la famille et aux valeurs véhiculées de réussite véhiculées par la famille, était quand même génial cette formation de management en plus très élitiste, en plus vu le parcours scolaire compliqué que tu avais eu, c'était vraiment une belle revanche sur la vie, mais il y avait deux choses qui t'ont posé rapidement problème. Déjà, ça se passait pas bien dans ton hôtel, elle nous a parlé d'un burn-out, alors après à toi de me dire si on en parle ou pas. Et en plus, cette formation étant sur 3 ans, ça voulait dire que tu ne pouvais pas repartir. À l'étranger pendant ces 3 ans et tu t'es senti coincé et que du coup t'as tout envoyé valdinguer pour repartir à l'étranger et là du coup tu t'es quand même retrouvé face à la encore plus forte incompréhension de la part de ton frère et de ton père. Et elle m'a même parlé quelquefois de discussions qui ont tellement dégénéré que vous en êtes venus aux mains. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que là, avec le recul, et puis grâce aussi à mon expérience en Australie, bah, j'ai pris tellement de recul sur tout ça que c'est comme si je l'avais effacé. C'est clair, Tu parce que m'entends? oui, Ouais. je t'entends. Mais c'est ça, c'est pour ça en fait que je te rappelle, parce que je trouve que c'est important de dire que quand un départ se passe mal au finish, c'est pas si grave que ça, puisque toi, Mm. dans notre conversation qu'on a eue avant que j'appelle ta mère, tu ne m'en as pas parlé, alors que visiblement, ça a été... Avec la famille, ça a été très délicat pour qu'ils comprennent ce choix, parce que là, pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment pensé que c'était une fuite. La fuite il est en burn-out, il travaille plus, rien ne va dans sa vie, donc il repart. Et donc je pense que là pour eux, ils ont vraiment identifié il fuit son quotidien actuel. Et je pense que c'est pour ça que là les conversations étaient beaucoup plus, on va dire qu'il n'y avait pas eu de projet qui a été fait concrètement sur l'Australie, contrairement à la Polynésie ou la Nouvelle-Zélande où là il y avait un projet qui était créé et où j'étais plus jeune aussi, donc entre guillemets, bon, tu perds pas trop de temps, ça va, t'es jeune, profite. Alors que là, bon, plus âgé, où la carrière est lancée, pourquoi tout stopper alors que c'est juste parce que t'es dans une mauvaise passe et que tu devrais juste attendre un peu, tu verras bien que ça ira mieux. Et donc, je pense que les conversations ont été dures parce que ils ont vraiment vu ça comme une fuite et pas comme quelque chose de réfléchi D'accord. Voilà. Bon. Tu vois, c'est comme si j'avais effacé tous ces mauvais passages, etc. Parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, je leur ai prouvé aussi que c'était une super expérience et que j'ai trouvé quand même du travail dans l'hôtellerie, que j'ai continué à évoluer dans l'hôtellerie et que finalement, je suis pas juste parti avec mon sac à dos faire en road trip. C'est vrai que de là que tu en reparles
et Ah, mais que j'espère que je vais pas relever de les mauvais souvenirs. Enfin, non, non, mais du tout, parce c'est que ça qui est important de dire, c'est que il faut aussi avoir l'intelligence d'effacer, enfin d'effacer, de pardonner et d'avancer, quoi. exactement. Ok, et on se parle un petit peu de ce qui s'est passé en Australie? T'es resté combien de temps du coup? Donc en Australie, je suis resté 8 mois. Ma stratégie, c'était d'arriver et de trouver en l'espace d'une semaine, voire 2 semaines, un travail, très important, et un logement. Donc quand je suis arrivé, c'est ce qui s'est passé. J'ai postulé, j'avais la chance depuis 5 ans de travailler dans un gros groupe international hôtelier qui m'a permis de pouvoir postuler dans ce groupe-là et donc d'être reconnu directement, étant donné que j'avais déjà fait 2 hôtels dans 2 pays différents de cette marque-là. Donc ça a été assez simple de trouver un travail. Et par la suite, donc une fois que le travail est trouvé, le logement se fait assez rapidement. Et surtout en Australie, il n'y a pas de tous les mêmes documents. On va dire qu'il y a une facilité de trouver un logement comparé en France, comparé à la France. D'accord. Et alors Et pourquoi donc que 8 mois alors? comment? Pourquoi n'être resté que 8 mois? Puisque Ah. visiblement c'est des sauts de trois ans chaque fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Australie est un pays compliqué pour rester sur du long terme. Donc, la première année, on peut avoir un visa qui s'appelle le Working Holiday, donc le travail et vacances, qui permet de rester 1 an dans le pays, mais il y a des conditions. Donc, les conditions, donc pour avoir le visa, donc c'est financier. Il faut avoir une somme d'argent, je ne me souviens plus exactement, mais je pense dans les 5 000 euros. Il faut un billet retour, il faut une assurance qui couvre la totalité de l'année passée, et notamment pour pouvoir aussi rester dans le pays et travailler. On peut malheureusement pas travailler 1 an dans le pays. On peut, mais pas dans la même entreprise. Donc on peut faire que des contrats de 6 mois. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc dans l'entreprise où j'ai travaillé, donc j'ai eu un contrat de 6 mois. Malheureusement, vu que c'est des contrats de 6 mois, on peut pas vraiment postuler sur des postes assez élevés, étant donné que ils ont besoin pour des postes de manager, ils ont besoin des personnes qui vont rester sur du long terme. Donc à ce moment, quand je suis arrivé en Australie, je suis redescendu en grade, mais dans un 5 étoiles et quand même c'est un hôtel de 600 chambres, donc il y avait beaucoup de challenges. Et donc pourquoi les 8 mois? C'est parce que pour pouvoir rester en Australie, il faut travailler dans des fermes agricoles pendant 88 jours pour pouvoir étendre le visa d'1 an. D'accord. Donc ça voulait dire repartir en sac à dos, parce que l'Australie c'est très grand et les fermes, il n'y en a pas à Sydney, il n'y en a pas dans les villes, les grandes villes. Donc c'est repartir en sac à dos dans des fermes, donc pour aller ramasser des fraises, cueillir des pommes. Voilà, c'est des travaux qui sont très durs et très physiques, et la question qui s'est posée, c'est que j'ai eu l'opportunité de décrocher un poste pour la 2e année dans un nouvel hôtel qui allait ouvrir sur une île en Australie. Et ça m'intéressait énormément, mais il fallait que je passe par ces 88 jours de récolte. Et à vrai dire, vu mon âge, vu l'expérience passée que j'ai pu avoir en Nouvelle-Zélande, où j'avais déjà travaillé dans les fermes, parce que ces pays-là, le Working Holiday Visa, si on veut étendre le visa d'1 an, on est obligé de passer par là. Donc j'avais déjà expérimenté les fermes agricoles en Australie, et je n'avais pas envie de repasser par là pour étendre d'1 an. On va dire que l'opportunité professionnelle était très intéressante, mais en même temps, je savais que j'allais pouvoir quand même trouver une belle opportunité professionnelle ailleurs, sans avoir besoin de travailler dans des champs pendant 88 jours. D'accord. Donc à vrai dire, c'est encore une fois le hasard de la vie, parce que à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer en Europe, mais pas en France. Je voulais m'installer en Allemagne pour pouvoir être plus proche de ma famille, de mes amis, parce que mine de rien, d'être très éloigné, c'est super, mais voilà, c'est quand même un peu compliqué de garder un lien avec sa famille et ses amis de métropole. Et donc voilà, ce choix a été de rester à l'étranger, dans un pays étranger, mais pas en France.
Donc je me suis dit que l'Europe était un territoire que j'avais pas encore exploité, et je me suis dit pourquoi pas aller à Berlin. Donc de Sydney, je suis allé à Berlin et pour faire toutes les démarches, encore une fois, pour retrouver du travail, un hébergement, etc. Et finalement, Excuse-moi de préciser que tu parles pas un mot d'allemand. Et je ne parle pas l'allemand, bien évidemment. Bien évidemment, mais Comment c'est possible? Mais il y a que toi pour te dire je vais m'expatrier dans un pays où je maîtrise pas du tout la langue. après, je suis parti en Nouvelle-Zélande, je parlais pas l'anglais, j'ai appris l'anglais et je pense que la meilleure école pour apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays en immersion totale. Donc je savais que ça allait être compliqué. Après, j'ai choisi la ville de Berlin, qui est une ville avec tellement d'expatriés et les Allemands qui vivent là-bas parlent couramment l'anglais. J'avais pas cette crainte de la langue. Je savais que quoi qu'il arrive, il aurait fallu à la longue apprendre l'allemand, mais ça me faisait pas peur. Au contraire, ça m'aurait permis d'avoir une troisième langue à mon arc et très intéressante pour le travail du futur. Mais les aléas de la vie a fait que je suis resté à Paris. Et voilà, c'est la conclusion de ce podcast, c'est que notre baroudeur aujourd'hui travaille à Paris. Alors du coup, en fait, ta maman nous a dit que c'est généralement des slots de 3 ans que tu faisais. Tu nous l'as aussi confirmé. Alors du coup, ça fait combien d'années que t'es en France aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait seulement 8 mois que je suis en France. Je D'accord. pense y rester 2 ans maximum D'accord. et repartir. Et là, tu te sens bien pour l'instant, pendant ces 8 mois? Pour le moment, ça se passe très très bien. Je sais ce que je ne veux pas avoir comme style de vie en France, et je sais ce que je veux avoir comme style de vie. Donc je fais tout pour avoir ce que je veux avoir. Et jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Mais je sais que quoi qu'il arrive, on va dire que Paris, c'est idéal pour une évolution professionnelle, mais pas idéal pour un style de vie, enfin du moins pour mon style de vie. Donc je prends ce que j'ai à apprendre maintenant pour le professionnel et acquérir plein de connaissances pour pouvoir après repartir là où j'ai envie d'aller et pouvoir, avec l'expérience professionnelle, avoir un poste très intéressant dans le pays où j'ai envie de vivre. D'accord. Un projet de destination? Et le projet de destination sera la Polynésie. Je retournerai en Polynésie sûrement. Alors après, bien évidemment, tout peut arriver, tout plein de changements peuvent arriver, même un nouveau pays ou autre. Je suis ouvert à toutes les propositions possibles et imaginables. Mais voilà, si je dois suivre le choix du cœur, ça sera la Polynésie sans hésiter. Très bien. Bon, un grand merci. Est-ce que, et tu as parfaitement le droit de me dire non, tu te sens vraiment Mhm. libre et je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Puis, de toute façon, on est parti pour faire un podcast d'1 heure et demie. Est-ce que tu sais quand on accuse toujours les expatriés de fuir, Mhm. Mhm. ta maman a peut-être suggéré que peut-être qu'éventuellement tes départs te permettaient de vivre plus facilement ton homosexualité à l'étranger, que c'est peut-être plus facile pour toi d'assumer ton homosexualité à l'étranger plutôt qu'en France. Non, ça ne me dérange absolument pas d'en parler parce que on va dire que les voyages ont changé ma vie parce qu'ils m'ont permis de m'accepter. En effet, en France, je vais reparler de bulle parce que je trouve que c'est un bon exemple. Voilà, j'ai été dans cette bulle, ce cocon familial, ce cocon d'amis, de personnes qu'on côtoie depuis qu'on est jeune et qui apprend à nous connaître depuis des années. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est homosexuel, euh, il faut il faut beaucoup de temps pour comprendre qu'on est différent, comprendre qu'il se passe quelque chose, mais que j'arrive pas à explorer ce milieu, j'arrive pas à comprendre ce milieu parce que je suis dans un milieu dans lequel j'ai grandi, qui ne côtoie pas ce milieu homosexuel. Et c'est vrai que je pense que le premier besoin de partir à l'étranger, c'était
justement parce que je voulais me connaître et je voulais explorer et comprendre tous ces doutes que j'avais, que je ne pouvais absolument pas faire en France, parce que il y a le regard des autres, les gens qui ne comprennent pas, déjà que nous-mêmes on ne se comprend pas, comment on peut se faire comprendre par les autres. Donc bien évidemment que l'étranger m'a permis de mieux comprendre qui j'étais. La première année en Nouvelle-Zélande, c'était mon année de je suis totalement perdu, je ne sais pas vraiment qui je suis et je me recherche. Ça a été un an de recherche très intense. Et puis voilà, je me suis découvert sociable, enfin plein de qualités que je n'avais pas avant, ou du moins qui étaient enfouies en moi. Et le deuxième voyage en Polynésie, à vrai dire, j'ai fait mon coming out quand j'étais en Polynésie et j'ai eu mes premières expériences en Polynésie. Donc c'est pas anodin finalement que ça se soit passé là-bas et pas en France, parce que j'avais ce côté voilà, liberté de pouvoir exprimer qui j'étais sans jugement, sans regard, sans souvenir du passé, d'une manière qu'on pouvait me considérer, et que là pour le coup je pouvais vraiment libérer tout ça. Et bien évidemment ça a été une grande aide pour m'accepter et puis pour pouvoir sur le retour pouvoir en parler à tout le monde et de pouvoir me faire accepter par rapport à ça. D'accord. Merci de ta franchise et de ce partage. Je pense que ça peut aider des personnes qui se posent la question. Je finirai par, comme je dis souvent à ma famille ou à mes amis, que pour moi j'ai commencé à vivre à mes 19 ans. Donc pour moi ma vie a vraiment commencé à 19 ans quand je suis parti. C'est là où le vrai moi est sorti. Donc c'est pour le coup je regrette absolument pas mon enfance. Mon enfance a été top. Je remets pas du tout ça en cause, mais par contre pour moi ma vie a commencé à mes 19 ans. Là tout a changé et je suis qui je suis aujourd'hui grâce à mes expériences à l'étranger. Et je pense que je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc je vous recommande tous de voyager. Suite aux beaux conseils de Dominique et d'Aurélien, j'ai finalement décidé de contacter Jean-Marc, le papa d'Aurélien. Oui. Oui, Jean-Marc, bonjour. C'est une petite question que je pose à chacun de mes interviewés. Pas de problème. Souhaitez-vous que cette interview, continuions en nous tutoyant ou en nous vous voyant? Ça serait beaucoup plus simple qu'on le fasse en se tutoyant, sans aucun problème. J'aimerais savoir ce que vos impressions sur les départs de ton fils réguliers à l'étranger. C'est extraordinaire d'avoir un enfant qui souhaite découvrir le monde et découvrir de nouvelles vies et qui souhaite se prendre en main. C'est tellement fabuleux, c'est tellement épanouissant pour lui que voilà, c'est fabuleux. Et je ne retiens que du bonheur quand je vois mon fils aujourd'hui, Aurélien, qui est heureux et épanoui dans ce qu'il fait. Tout ça, c'est grâce aux initiatives qu'il a pu prendre quand il était jeune pour faire sa vie. Voilà. Très bien. Est-ce que donc tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui ont l'intention de partir et qui s'inquiètent un peu de la réaction de leurs parents? Quelle est la meilleure technique pour présenter les choses et rassurer ces derniers? Les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout simplement dire à leurs parents que c'est pour eux leur réalisation et leur objectif, ils passent par là et qu'ils ont besoin de se réaliser par eux-mêmes. Voilà, c'est vrai. Pour moi, c'est un tel bonheur de voir des enfants partir à l'étranger que j'ai du mal de percevoir que ça peut être compliqué pour des parents de l'accepter. Hein? C'est tellement une évidence, c'est tellement aujourd'hui inscrit dans tous les codes
de la vie moderne que on ne peut qu'être en tant que parent, on ne peut qu'être ravi de voir son enfant avoir envie de se réaliser par lui-même et de partir à l'étranger, par exemple. D'accord, très bien. Super. Bon, un grand merci. Est-ce que vous voyez à chaud, est-ce que tu vois à chaud quelque chose que tu aimerais rajouter? Comme ça, non, mais vraiment. Par exemple, bon, j'ai une question complémentaire. Oui. On a appris par Aurélien et sa maman qu'en fait le troisième départ d'Aurélien, donc en Australie, pour cela, il a décidé de quitter un emploi dans un grand groupe. Absolument. Et une formation pourtant très élitiste et où il est extrêmement compliqué d'intégrer, de management hôtelière, et finalement il a tout plaqué pour repartir en Australie. Il y a certains parents qui on a eu Karine était dans la même configuration. Alors elle n'avait pas une formation, mais elle avait un poste fixe et elle a décidé de quitter pour un poste certes fixe mais plus court. On peut comprendre que certains parents trouvent ça un petit peu angoissant que leurs enfants laissent une situation stable pour un point d'interrogation. Oui, c'est vrai, maintenant que j'y repense, sur le coup, en tant que parent, ça peut être un peu déstabilisant cette décision qu'a eu Aurélien de quitter. Il avait un super job, il avait tout se présentait pour lui très bien, mais encore une fois, il avait justement une expérience professionnelle qui était reconnue. Il avait à ce moment-là une expérience qui lui disait que ça serait mieux pour lui de vivre une nouvelle expérience plutôt que de refaire une nouvelle formation. Et grand bien lui a fait de penser cela, parce que aujourd'hui ça lui réussit. Et donc ça lui a réussi. Donc c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, mais pour les parents. Mais on est en 2020 et voilà, nous réagissons comme nous aurions pu réagir quand on était en l'an 2000 ou en 90. Et forcément, on n'a pas les mêmes repères, ni les mêmes besoins, ni la même façon de voir l'avenir, son avenir, quand on est en 2020 par rapport à l'expérience que nous, parents, avons pu avoir quand on était en 90. Voilà. Super. Tu as envie de rajouter Non, non, si ce n'est de prolonger effectivement cette dernière réflexion là que j'ai eue. Encore une fois, les référentiels dans ce monde moderne que l'on vit évoluent tellement vite que nous devons vraiment faire confiance à nos enfants dans leur choix, dans ce qu'ils pensent être leur choix et leur avenir, car ce que nous pensons, nous, était peut-être bon à notre époque, mais ne l'est plus aujourd'hui. Et voilà, donc faisons confiance en nos enfants. Voilà. Génial. Bon, je pense que je vais même conclure mon podcast là-dessus. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Il suffit de demander. Retrouvez toutes les sources et les photos des voyages de nos experts sur mon site ilsuffitdedemander.com. Je vous mets également à votre disposition gratuitement une technique qui permet de faire cesser les petites phrases désagréables du quotidien sans pour cela en arriver à l'affrontement. Si vous souhaitez un complément d'information et prolonger cette enquête, faites-le moi savoir à travers le formulaire de contact disponible sur mon site ilsuffitdedemander.com. Nous organiserons une conférence en ligne qui
qui vous permettra de poser directement vos questions à nos experts. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube ou à la chaîne de podcast que vous utilisez afin d'être informé de mes prochaines enquêtes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la grande majorité des cas, il suffit de demander. À très bientôt!